La France est au premier rang des pays européens pour la consommation d'antidépresseurs. Selon l'assurance maladie, sur un an, près de 10% des Français ont reçu une prescription. Serions-nous plus dépressifs et mieux soignés qu'ailleurs, ou y a-t-il eu dérive dans l'usage initialement prévu? Dans les années 80, une nouvelle classe de médicaments est apparue, les IRS. Parmi eux, une pilule s'est démarquée, on l'a surnommée la pilule du bonheur. Mais la recherche du bonheur est-elle l'objectif initial du traitement d'une dépression? Est-ce cette quête qui est responsable de cette surconsommation? Une société d'expertise en économie de la santé s'est intéressée à cette consommation à la française. On observe effectivement de grosses dépressions, de grosses variations, du simple au double au triple, notamment entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Alors c'est compliqué, pourquoi? Parce que d'abord dans certains pays, comme l'Allemagne, on prescrit moins d'antidépresseurs, mais plus d'autres types de produits. Par exemple des plantes, des extraits de plantes, etc., qui ont le même, non pas effet, mais la même visée thérapeutique. Ce qui fait que finalement, en quelque sorte, il faudrait, disons, le chiffre est déflaté et diminuer d'autres traitements qui n'apparaissent pas sous la rubrique antidépresseurs. Et puis, si on cherche à expliquer, finalement, on s'aperçoit qu'en France, il n'y a pas un seul facteur qui explique, mais la juxtaposition ou l'addition de plusieurs facteurs. Si par exemple on regarde en France le nombre de gens qui sont un peu tristes, un peu déprimés, un peu tristes, qui n'ont pas le goût à rien, etc., il y en a un peu plus en France qu'ailleurs. Si on regarde le taux de consultation chez ces patients qui sont un peu tristes, etc., ils consultent un peu plus leur médecin que les autres. Si on regarde ce que font le médecin à ces gens, ils prescrivent un peu plus de médicaments qu'ailleurs. Et si on regarde le type de médicaments qu'ils prescrivent, ils prescrivent un peu plus d'antidépresseurs que les autres. Et donc finalement, quand on additionne tous ces facteurs, plus de patients, plus de visites, plus de médicaments et plus d'antidépresseurs, on arrive à une différence sensible, bien que sur chacun des points, la différence ne soit pas si grande que ça. Nous serions donc tous responsables de cette surconsommation. Pourquoi aujourd'hui a-t-on recours plus facilement à des antidépresseurs? Au centre de recherche du Sésame, une étude a été menée sur 2 ans avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Dans la région de Rouen, l'armoire à pharmacie de 10 000 usagers a été passée au crible. Comprendre le développement de la médication, enfin de la consommation et des prescriptions, pour comprendre ça, il faut voir le changement de contexte qui a lieu depuis, je dirais, une vingtaine d'années. On n'est plus dans un contexte qui se définit à travers des appartenances de groupes, des défenses de groupes et des luttes pour l'égalité entre les groupes, les égalités sociales, mais plutôt dans un contexte où ce qui compte, c'est l'achèvement de soi, le développement de soi, la performance individuelle. Et quand vous êtes dans ce contexte, vous développez des problèmes qui sont évidemment des problèmes plutôt personnels. Et pour les régler, vous n'avez pas aujourd'hui à disposition un nombre exceptionnel de recours, le psy, mais ça reste encore très limité. Le premier interlocuteur, c'est souvent le médecin. Et le médecin, faute de mieux, généralement, il prescrit des médicaments. Au moins 70% des dépressions sont prises en charge par les médecins généralistes, alors que les consultations excèdent rarement plus de 20 minutes. C'est donc souvent lui qui est en point de mire lorsqu'on parle de surconsommation d'antidépresseurs. Le généraliste a une responsabilité démesurée parce que le jeu est faussé. Le généraliste est victime de ce que les analystes, les psychanalystes appellent des injonctions contradictoires. Vous savez, c'est cet enfant à qui sa maman dit « Allez, va jouer, mais ne t'éloigne pas trop ». Rien de pire pour rendre un enfant névrosé. Et au généraliste, on dit la même chose. On lui dit d'un ton docte « Mais vous prescrivez beaucoup trop d'antidépresseurs. Il y a beaucoup trop de Français sous psychotropes. » Et dans la foulée, on lui dit « Vous dépistez très mal les dépressions. Il y a beaucoup d'adolescents qui se suicident parce que vous ne faites pas ce qu'il faut. » Donc on est dans cette injonction contradictoire tout le temps. Et je le répète, l'injonction contradictoire, elle a pour but avéré de rendre fou celui qui la reçoit. Donc c'est une responsabilité lourde de traiter la souffrance morale ou psychologique de quelqu'un qui est mal, de quelqu'un qui va mal, de quelqu'un dont peut-être la santé, la vie est en danger, qui vient vous voir, et vous savez que vous n'avez que des bases floues, vous ne pouvez pas savoir quelle est l'indépendance des experts que vous avez lus ou qui ont mis en place tel ou tel médicament. Donc c'est une espèce de combat au quotidien pour essayer de faire au mieux, en se souvenant de l'adage des anciens médecins qui est en latin primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire.
Dans les années 80, l'arrivée sur le marché des IRS a fait exploser la consommation auprès de patients en souffrance, mais aussi de personnes simplement perméables à la promesse d'un bien-être accru. C'est l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui évalue l'intérêt de tout nouveau médicament. C'est donc elle qui a donné son feu vert à la commercialisation de ce qu'on a rapidement appelé la pilule du bonheur. Je crois vraiment qu'au départ, on a tous pensé que c'était un produit qui arrivait après les antidépresseurs dits imipraminiques, classiques, qui sont connus pour avoir une toxicité cardiaque, qui donc étaient quand même mal tolérés souvent. Et on a mis sur le marché pour la première fois un produit qui était le Prozac, nouvel antidépresseur bien toléré, en tout cas au quotidien. Sans effet secondaire qui nécessitait un arrêt du traitement ou une diminution des doses. Et voilà, bon, ce produit bien toléré, peut-être antidépresseur mais aussi un peu stimulant, et qui a fait que très vite il a été considéré, vous le savez, comme la pilule du bonheur et recherché beaucoup par les patients et pas toujours pour traiter la dépression. On estime qu'environ 1,2 million de Français, soit au moins 20%, prendraient des antidépresseurs de manière abusive, alors que cette consommation n'est pas dénuée de risques. Peu à peu, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres effets indésirables, plus délétères, moins faciles à appréhender, qui étaient effectivement quelques cas, assez rares d'ailleurs, en France, de troubles du comportement et en particulier des comportements agressifs, des idées suicidaires, et c'est ainsi que la polémique a commencé. Polémique sur les effets secondaires de cette molécule pouvant entraîner ou aggraver des comportements suicidaires chez l'enfant ou l'adolescent. Aujourd'hui, l'AFSAPS déconseille l'usage d'antidépresseurs pour cette tranche d'âge. En attendant, l'usage des IRS continue d'être en plein essor. Certains se passent même de prescriptions médicales et vont directement s'approvisionner sur Internet. En parallèle, on trouve aussi des blogs des usagers qui relate des expériences contrastées. Je suis très satisfaite de ce produit qui me convient parfaitement et ne me provoque aucun effet secondaire. Quelques jours plus tard, je l'ai sauvé in extremis. Résultat, je n'ai plus d'appétit, je n'ai plus de goût, je perds du poids. Il ne faut pas prendre ces merdes sans être suivi par un psy quasi quotidien au début. Bande de rigolos. Sachez que tous les médicaments peuvent avoir des effets Il a secondaires. disparu en 15 jours quand j'ai changé de psy et cessé de prendre le Prozac. Je suis un peu sur une autre planète. Je suis un peu fatigué, comme d'habitude. Et j'ai du mal à faire des choses courantes. Dans mon propre cas, c'est beaucoup plus dangereux que l'alcool. Dans le cas d'une dépression, la prise d'antidépresseurs et un suivi psychologique restent incontournables, même si le risque de dépendance n'est pas exclu, contrairement à ce que l'on imaginait lorsque cette nouvelle génération d'antidépresseurs est arrivée sur le marché. Il reste donc à identifier si la personne est vraiment dépressive. La maladie dépressive est une maladie bien caractérisée. Elle figure dans les classifications internationales des maladies, elle figure dans tous les traités de médecine avec des critères relativement simples. La perte d'envie, la culpabilité et le ralentissement sont des signes très spécifiques qui vont nous permettre de faire la différence entre la tristesse, émotion normale, et la dépression, maladie qui doit être traitée. Donc le distinguo entre cette émotion normale et la maladie que représente la dépression, je dirais que c'est un petit peu d'un travail de professionnel de soins que peut faire un médecin généraliste ou que peut faire un psychiatre. La grande difficulté pour le médecin généraliste, c'est que la définition même de la dépression, c'est une définition, on va dire, humaine, fuyante. C'est pas évaluable par des items, même s'il existe plein d'échelles pour dire, voilà, telle personne, au-delà de 18 sur 30 ou 18 sur 60, va être considérée comme dépressive. Et une des grandes forces, si j'ose dire, des firmes pharmaceutiques ces dernières années, c'est d'avoir brouillé le domaine de la définition de la dépression. On pourrait presque dire que leur but est, pour chaque souffrance psychologique, créer un sigle, une nosologie, que ce soit la dépression, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble anxieux généralisé. Ils en inventent un en général tous les 2-3 ans pour fourguer une ou deux nouvelles molécules. Le but étant que le généraliste, qu'il considère comme un abruti,
ait quand même suffisamment de réflexes pavloviens neuronal pour, à chaque sigle, associer la molécule qui va avec. Un peu comme les jeux pour enfants dans le journal de Mickey. Au fond, est-ce que c'est bien qu'un laboratoire veuille faire une innovation thérapeutique? Est-ce que c'est bien qu'il y ait des nouveaux anticancéreux et que les labos proposent ces nouveaux anticancéreux à l'agence du médicament? On va dire que c'est très bien, on va féliciter le labo. Quand on propose un nouvel antidépresseur, on va se demander si le labo, au fond, le fait pas uniquement pour faire de l'argent, ou s'il a pas, ou s'il est chiffre, ou s'il n'a pas caché des choses. Vous voyez, tout ça procède une fois de plus, je dirais, de la grande honte qu'on a vis-à-vis de la psychiatrie et du grand irrespect qu'on a vis-à-vis des maladies psychiatriques. Hein, quand on vous propose un nouveau traitement pour traiter une maladie psychiatrique, on se dit « Ah mais c'est peut-être pas ça qu'il faut, hein, ils en ont peut-être pas besoin ». Quand on propose un nouveau traitement du cancer, on remercie le laboratoire qui le fait. Ça ne remet pas en cause la nécessité de prescrire à certains moments, en essayant de le faire de la manière la plus éthique possible, des psychotropes, mais de ne pas être dans ce schéma binaire, telle souffrance, telle boîte, telle souffrance, telle molécule, qui est le schéma dans lequel les firmes pharmaceutiques essayent de nous entraîner, que ce soit les médecins généralistes ou que ce soit les psychiatres. La réalité, c'est qu'il y a une vraie souffrance psychique et morale et qu'elle est en train de devenir un marché commercial. Difficile dans ce dédale d'intérêts divergents d'avoir une visibilité claire du marché des antidépresseurs. Prescrire est la seule revue pharmaceutique française indépendante des firmes et des pouvoirs publics. Elle étudie dans sa rubrique « Le rayon des nouveautés » l'ensemble des médicaments nouveaux sur le marché. Revenons à l'origine de la mise sur le marché des IRS. Alors la fluoxétine a été présentée comme un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Alors ça fait sérieux, ça fait scientifique. Alors effectivement, la sérotonine, c'est un des neuromédiateurs qu'on a dans le cerveau humain, et il semblerait que d'agir là-dessus peut agir aussi sur la dépression. Mais il y a vraiment une grande distance entre les neuromédiateurs et puis le comportement et la vie quotidienne. Et si on regarde bien, on voit que les anciens antidépresseurs agissent eux aussi en partie sur cette sérotonine et sa recapture. Et puis en approfondissant les recherches sur les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, on voit que ce n'est pas si sélectif que ça. Donc un mécanisme d'action qui a été mis en avant par le marketing, par la promotion, mais qui n'a pas tellement de traduction clinique. Alors, qui est, je veux dire, des labos peu précautionneux? Il y en a en psychiatrie, il y en a dans toutes les disciplines. Cette question-là, je veux dire que quelquefois la logique commerciale dépasse la logique du soin. Il y a une commission d'autorisation de mise sur le marché qui est là pour rappeler que ces produits ont pour vertu avant tout et bien évidemment de soigner les malades. Et si on a le sentiment du moindre dérapage, et moi je ne vous dis pas que les labos ne sont pas exposés à ça, mais je vous dis que le système de contrôle est extrêmement précis et qu'il est le même pour toutes les disciplines. Donc si il n'est pas adéquat pour la psychiatrie, il n'est pas adéquat non plus pour la cardiologie ou la cancérologie. Chaque nouvelle proposition de médicaments des laboratoires doit avoir reçu une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché. C'est l'AFSAPS qui est chargé de juger la pertinence du médicament. Lorsqu'un laboratoire pharmaceutique dépose un dossier pour une autorisation de mise sur le marché, c'est un dossier évidemment qui doit être le plus complet possible, avec l'ensemble des données qui peuvent permettre d'évaluer la qualité pharmaceutique du produit, d'une part, son efficacité dans l'indication qui est revendiquée, et sa tolérance. Donc ça veut dire que c'est un gros dossier qui comprend des données expérimentales et toutes les études cliniques, hein, les fameux essais cliniques. Au vu de l'évaluation par des experts de l'ensemble du dossier, la commission d'autorisation de mise sur le marché jugera de la pertinence ou pas à autoriser le produit. Dans les règles du jeu actuelles d'autorisation de mise sur le marché, les firmes pharmaceutiques, elles sont placées vraiment dans une mauvaise situation par les pouvoirs publics. Elles sont à la fois juges et parties. Elles dépensent beaucoup pour construire leur dossier qui va ensuite leur servir à gagner de l'argent. Alors, la tentation est vraiment énorme de ne présenter qu'une partie des données ou de les présenter sous leur meilleur jour, voire même de les manipuler, de tricher un peu avec les résultats. C'est la responsabilité du laboratoire de déposer toutes les informations qu'il a sur le produit qu'il veut mettre sur le marché, que ce soit des informations positives ou négatives. Il nous faut l'ensemble des informations. Craignant les dérives dans l'utilisation des antidépresseurs,
L'AFSAPS a dû publier une mise au point sur leur bon usage à destination des médecins. Il y a donc parfois mésusage. Mais pour quel type d'effet les IRS sont-ils détournés de leur objectif initial? Au bout de 20 ans de pratique, ce que je dirais des antidépresseurs, c'est qu'ils sont utiles, que pour certains patients qui sont vraiment profondément déprimés, qui ont une vraie souffrance morale et psychique, ces médicaments agissent et les aident à s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font réellement ces médicaments? Je dirais qu'ils leur donnent une forme d'anesthésie émotionnelle. C'est ce que j'appelle l'effet airbag. Ils ne se prennent plus la violence de ce qui leur arrive en pleine figure et ça leur permet peu à peu de se reconstruire avec l'aide du médecin, avec l'aide de leurs proches, avec le travail qu'ils font eux-mêmes. Parce que ça nécessite un vrai courage de se sortir d'une dépression. Alors la question qui se pose alors, et la question que je pose en miroir à ces gouvernants, à ces administrateurs de sécu qui nous disent, en levant un index vengeur, mais vous prescrivez trop d'antidépresseurs, c'est pourquoi mettez-vous ces gens face à une telle violence sociétale? Pourquoi faites-vous en sorte qu'ils soient dans cet état de souffrance, qui n'est donc finalement comme seul mode de recours que de se tourner vers nous? Est-ce que mon rôle de médecin généraliste, c'est de gérer à coups de psychotropes et d'antidépresseurs la violence sociétale? J'en suis pas certain. Lorsque les firmes pharmaceutiques ou les médias ont commencé à parler de la pilule du bonheur, qu'entendait-il finalement par là? Dans le Petit Robert, voici la définition que l'on trouve du bonheur. État de la conscience pleinement satisfaite, par extension ce qui rend heureux. Au bout du compte, antidépresseur ne rime pas avec bonheur. Rien à voir non plus avec la quête d'une performance accrue. Il y a eu incontestablement un genre de malentendu.